Isabelle 6, en tant que solution, pour ceux qui ne connaissent pas le produit, est une solution multibanking qui vise à gérer vos comptes auprès de multiples banques, c'est-à-dire avec une seule interface. Deuxièmement, Isabelle 6 vous permet de collaborer. Par exemple, lorsqu'il est question d'initier et de signer des paiements, plusieurs utilisateurs peuvent être intégrés dans le processus d'approbation et de signature d'un paiement. Isabelle 6, c'est aussi l'intégration avec un logiciel comptable ou un logiciel de facturation. Par exemple, pour importer les fichiers CODA. Et finalement, Isabelle 6, c'est aussi la compliance, comme on dit en anglais, avec par exemple un audit trail, de sorte qu'on puisse avoir un suivi de chaque action qu'un utilisateur a entrepris sur la plateforme. Et cela me permet en fait de faire la transition vers Western Union, et je donne la parole à Marc-Élie Gaspard de Western Union. Merci beaucoup, qui va s'introduire aussi. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Donc, je suis Marc-Élie Gaspard, directeur France et Belgique pour Western Union Business Solutions. Entre crise sanitaire, ralentissement économique, stop and go des confinements, guerre commerciale USA-Chine, Brexit, finalement, faire progresser, faire naviguer son business dans toutes ces incertitudes est un challenge qui se pose à tous nos clients. Bien sûr, la période doit nous rendre très, très modestes sur l'art de la prévision. Le but de ce webinaire, et merci beaucoup de vous y être connectés, est d'apporter finalement des clés de lecture, des clés d'analyse, de compréhension de ces enjeux autour du commerce international et autour du marché des devises en 2021. Nous le faisons chaque jour pour nos clients et nous les aidons à prendre ainsi de meilleures décisions. Nous pouvons continuer. Western Union est la marque bien connue sur le marché du transfert d'argent à travers le monde, avec presque 170 ans d'existence. Mais saviez-vous que Western Union est le leader mondial des paiements internationaux dans le B2B pour les entreprises? On va rapidement passer à la slide suivante. Pour se concentrer sur cette partie B2B, nous avons 60 000 clients à travers le monde qui nous font confiance sur le paiement en devises à travers le monde et sur la couverture du risque de change à travers des activités de salles de marché. Nous sommes présents dans 200 territoires sur le globe et nous avons la capacité d'accompagner nos clients dans plus de 130 devises à l'international. Nos clients sont des TPE, des PME, ce sont aussi des corporates, des grandes entreprises. Nous travaillons aussi avec les institutions financières ou les providers de paiement ou de multibanking comme notre partenaire préféré Isabelle Group, bien sûr. Nous travaillons avec des professions juridiques. Nous travaillons beaucoup avec les universités, les écoles et de nombreuses ONG aussi en France comme en Belgique nous font confiance. Qu'est-ce que nous apportons à nos clients? Nous apportons finalement des capacités et une expertise sur plusieurs niveaux. D'abord, nous mettons notre réseau à disposition de nos clients avec le paiement en réception, le paiement en émission, et nous les accompagnons aussi sur toute l'expertise, l'accompagnement, le conseil sur la gestion du risque de change avec des salles de marché où plus de 40 experts en gestion du risque accompagnent nos clients, les conseillent au quotidien, travaillent leur position et les suivent dans le temps pour en permanence prendre les bonnes décisions. Nous sommes en partenariat avec Isabelle Group depuis maintenant début 2020. L'enjeu était très simple, c'était mettre les meilleures capacités de Western Union Business Solutions à disposition des clients d'Isabelle Group au sein de la plateforme Isabelle 6 en intégrant les fonctionnalités complètement intégrées au sein de la plateforme Isabelle 6. Donc si on peut passer au slide suivant, Patrick. Vous nous trouvez très simplement dans l'onglet Paiement, où en cliquant sur Trouver les meilleurs taux de change, en cliquant simplement, en passant à la slide suivante, on va voir l'enchaînement. Eh bien, vous pouvez ajouter le service Western Union qui vous donne accès à l'intégralité des cotations de Western Union, des meilleurs
taux proposés et surtout du service sécurisé et en pleine conformité avec les régulations internationales dans l'environnement Isabelle 6. Donc, ajoutez le service, ce qui vous renvoie tout de suite sur un formulaire d'enregistrement. Ça, c'est pour la première connexion, où en remplissant simplement la demande de renseignement, très rapidement, l'inscription se fera et vous pourrez vous connecter à votre environnement Western Union, encore une fois, sans sortir de l'environnement Isabelle 6. Il est temps pour moi de passer la parole à Guillaume Dejean, senior analyste, qui va nous dresser le panorama du marché des devises en 2021. À toi, Guillaume. Merci Marc, j'espère que tout le monde voit mon écran. Notre travail de conseil et d'expertise, c'est aussi avoir un œil régulier sur les marchés d'échange, et ça va être l'objet de cette petite présentation là qui va durer une demi-heure. On va dépeindre et lister les thèmes et sujets qui vont nous accompagner durant toute l'année 2021. C'est bien sûr une liste non exhaustive, donc je vous invite à m'interpeller si d'aventure il y avait un thème qui n'était pas couvert donc sur la partie questions-réponses après cette présentation. On va voir en 10 slides finalement 7 thèmes principaux, 2 thèmes généraux, la reprise après l'année de crise qu'on vient de voir quels sont finalement les risques, opportunités et les facteurs de cette reprise. Ensuite, on interviendra, on aura un œil sur aussi les politiques monétaires, dont on sait qu'elles ont une influence majeure sur les marchés d'échange. Enfin, on se concentrera, on aura un œil sur les régions, savoir les perspectives aux États-Unis, en zone euro, au Royaume-Uni et en Chine. Et enfin, on conclura cette présentation avec un regard sur les projections de change, notamment sur les taux euro-dollar et euro-sterling. La reprise, c'est le thème majeur finalement de cette année 2021. Elle est clairement anticipée par l'ensemble des intervenants de marché. On a fini 2020 avec une vraie note d'espoir. Il y avait beaucoup d'incertitudes, notamment liées à la situation sanitaire, mais aussi aux élections américaines, au Brexit. Fin 2020, on avait des réponses à toutes ces questions-là. On avait signé un accord sur le Brexit. L'arrivée de Biden aux États-Unis a été vécue comme un véritable souffle pour les marchés financiers. Et sur l'aspect sanitaire, l'annonce des premiers vaccins et le début des campagnes de vaccination avaient aussi entraîné pas mal d'optimisme sur les marchés. On avait vu des marchés actions atteindre des records. Au niveau change, on était sur des mouvements avec une dynamique de regain d'appétit au risque, notamment marqué par un fort rebond de l'euro sur des plots depuis plus de 2 ans. Donc, voilà, il y avait finalement pas mal d'optimisme qui ressortait de cette fin d'année 2020. On a bien amorcé 2021. Ce qu'il en ressort, c'est que le risque sanitaire est toujours présent, avec certaines inconnues. Notamment, on a observé sur le début d'année l'arrivée de variants, ce qui fait qu'aujourd'hui, le scénario de reprise n'est pas remis en cause, mais on a néanmoins quelques petites fractures sur cet optimisme. On pourrait avoir un décalage dans le temps, voire une baisse de magnitude de cette reprise. On sait maintenant que contrairement aux crises précédentes, on est ici dans une situation un peu particulière où finalement, seul le vaccin et le déploiement de larges campagnes de vaccination est véritablement le seul facteur, le seul catalyseur qui mettra fin à cette crise sanitaire et qui permettra un véritable redémarrage de l'économie. Tant qu'on n'a pas de vaccination massive, on aura toujours cette menace qui planera et qui finalement constituera un frein à cette reprise. L'autre point important, c'est qu'il y a des choses aussi qui sont impalpables et qu'on ne maîtrise pas. L'émergence de variants aux propriétés on va dire différentes, plus contagieuses, parfois plus résilientes aussi au vaccin, est une inconnue aussi que les marchés ne maîtrisent pas et qui aura son rôle à jouer, puisqu'elle pourrait participer justement à ce décalage ou à cet amoindrissement de cette reprise tant attendue. L'autre facteur important, c'est aussi sur l'hétérogénéité des campagnes de vaccination. On voit qu'il y a certains pays qui sont plus en avance que d'autres. On pense notamment au Royaume-Uni qui vaccine massivement, alors qu'au côté européen, on est beaucoup plus à la traîne. Ça aura aussi un rôle majeur sur la volatilité, parce que si on observe des décalages
entre régions, on aura tendance côté investisseur à aller plutôt vers la région où on semble que le démarrage va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus soutenu, plutôt que sur des régions où finalement on pense qu'il y aura un risque sanitaire qui risque de se prolonger dans le temps. Ça, c'est le premier facteur. Donc, on attend une reprise, mais néanmoins, elle sera dépendante à la fois de l'évolution de la situation sanitaire et aussi de la diffusion massive et efficace d'un vaccin. Tout cela, ce qu'on voit, c'est que finalement, on est sur des situations totalement aussi différentes qui vont justement impacter cette idée de reprise. Reprise, elle est attendue, mais elle risque d'être différente selon les régions. Différente parce que chaque région n'a pas finalement répondu de la même façon à cette crise sanitaire. Côté européen, par exemple, on a fait le choix d'imposer des restrictions très strictes, très rapidement et de manière régulière pour essayer de limiter la propagation et limiter aussi la mortalité liée à cette pandémie, ce qui n'a pas été forcément la stratégie pour le moment déployée du côté américain, ce qui démarque finalement aussi des divergences en matière de perspectives économiques attendues. Ces divergences auront une importance majeure sur justement la volatilité d'échange. Comme je vous le dis, s'il y a une région qui redémarre plus vite qu'une autre, elle risque de drainer plus d'intérêt, plus d'investissement durant cette année 2021. On sort d'une année où on a eu beaucoup de risques, d'incertitudes. Aujourd'hui, la priorité pour les marchés, c'est essayer de réduire toujours cette incertitude, c'est aller dans des zones, dans des régions où l'incertitude est beaucoup moindre. On voit donc sur les premières perspectives qu'on a sur 2021, c'est sur la base des derniers chiffres publiés par le FMI en janvier dernier, on voit qu'on a un début de divergence où on attend une accélération beaucoup plus soutenue côté américain et un petit peu amoindrie côté européen, dû au principal facteur, c'est-à-dire cette nouvelle vague de variants qui est intervenue sur le mois de janvier et qui a imposé au gouvernement un reconfinement partiel ou national dans certaines régions. On voit donc que la situation sanitaire et la façon dont elle est traitée, dont elle est combattue, aura une influence majeure sur la reprise et cette dynamique de reprise aura également une influence majeure sur la volatilité des changes. Si on sort un peu de ce duo États-Unis-Europe, on voit qu'on a aussi pas mal d'incertitudes et de craintes sur cette reprise, sur la reprise aussi au Royaume-Uni. C'est une des régions qui a aussi imposé un nouveau confinement sur ce début d'année. C'est une région aussi qui vient de vivre le Brexit avec pas mal aussi d'incertitudes. On aura l'occasion d'y revenir dans cette présentation. Et donc, on a aussi observé une certaine révision assez importante des perspectives de croissance sur cette année. À l'inverse de la Chine, qui devrait rester le moteur de l'économie, de la croissance mondiale, qui après une année 2020 finit en positif, devrait avoir une croissance de plus de 8%, d'où aujourd'hui un yuan qui a regagné pas mal d'intérêt aux yeux des investisseurs et qui s'est vivement renforcé jusqu'à atteindre des plus hauts depuis plus de 2 ans face au dollar. L'inégalité de cette reprise sera un enjeu et un thème majeur sur cette année 2021. Si on regarde un peu au niveau industrie maintenant, de quelle manière se matérialise la reprise au niveau industriel. On vient de sortir un rapport qui se focalise spécifiquement sur ce thème-là. On voit que finalement les grands gagnants de 2020, à savoir les secteurs de la santé, des télécommunications, des nouvelles technologies, devraient continuer à bien performer sur 2021, mais aussi dans les années à venir. Ce sont les secteurs qui gardent un fort potentiel de croissance, tout simplement parce que finalement cette crise est aussi le moment d'amorcer un nouveau virage de l'économie. On est aujourd'hui désormais beaucoup plus focalisé sur des solutions plus digitales, plus d'externalisation, mais aussi sur d'autres thèmes, plus d'efforts et d'investissements faits dans la santé, dans la transition énergétique. Et ce sont les thèmes clés qu'on va suivre sur les années à venir. Ce sont des thèmes et des secteurs à fort potentiel. Tout l'inverse, finalement, des secteurs ou d'industrie de l'extraction. On est aujourd'hui dans un monde où on est sur un amenuisement des ressources naturelles. On pense que l'industrie qui garde quand même un fort potentiel de croissance va pas connaître finalement un essor aussi important,
que peuvent l'avoir les services, les technologies de l'information. Donc, d'où ces perspectives à 6 ans de contraction sur l'extraction. L'autre secteur grandement perdant, risque d'être aussi le textile, dû là à des changements en termes de consommation des ménages. C'est aujourd'hui les projections et les premières tendances qui ressortent à la sortie de cette crise. Ce sont des projections qui sont amenées à changer, qui ont été réalisées par notre partenaire Oxford Economics, mais c'est un peu la grande tendance aujourd'hui, plus de digital, plus d'énergie renouvelable et un peu moins aujourd'hui d'efforts faits dans l'extraction. L'autre grand thème majeur, outre la reprise, c'est aussi la question des politiques monétaires. On sort d'une crise inédite, aussi bien dans sa forme que dans ses impacts. On parle d'une contraction de l'économie mondiale de moins 3,5%. C'est donc 2 fois plus que ce qu'on a observé sur 2008-2009. D'où finalement les efforts inédits qui ont été déployés par les gouvernements, mais aussi encore par les banques centrales. On a réduit les taux pour les ramener à des niveaux quasi nul. On a injecté massivement de la liquidité comme on n'en a jamais fait auparavant. Donc, on voit qu'il y a clairement sur le graphe de gauche une divergence entre beaucoup de liquidités envoyées sur les marchés et des taux de crédit qui n'ont jamais été aussi bas. Parfois même, on est sur des niveaux de crédit négatifs en Europe, ce qui fait que c'est venu aussi stimuler beaucoup de volatilité sur les marchés actions. Cet environnement de taux bas, ces politiques accommodantes ont participé à envoyer les marchés actions sur des niveaux records. On aura l'occasion d'en reparler sur le thème américain, mais aujourd'hui, ce sont des conditions favorables qui ont participé à cet optimisme général et finalement à cette volatilité qu'on a observée sur la fin de l'année dernière, c'est-à-dire un rebond de l'euro. On a réduit les positions sur les valeurs dites refuges, comme le dollar, le yen ou encore le franc. On a aussi investi un peu plus dans des valeurs émergentes. Donc, il y a eu un réel appel à aller prendre du risque, à aller sur des investissements qu'on va dire plus rémunérateurs. La problématique qu'il y a aujourd'hui, c'est que dans cette phase de reprise qu'on va amorcer, on ne sait pas encore quand est-ce qu'elle va s'amorcer réellement, mais on est déjà en train, on est entré dans un second temps maintenant de cette crise. L'accélération pourrait se matérialiser plutôt sur le second semestre de cette année. La question de savoir, c'est quelle va être la position des banques centrales. On est arrivé à la limite de leurs actions. C'est un fait. On n'a jamais autant aidé l'économie qu'ils l'ont fait l'année dernière. Maintenant, on est dans un nouveau cycle. On va se réfléchir à finalement normaliser les politiques monétaires au gré de la magnitude de cette fameuse reprise économique. Ce qui est surtout observé par les banques centrales, c'est la dynamique d'inflation qui est finalement un outil qui permet justement d'évaluer la santé de l'économie, à quelle justement la croissance des prix qui permet de voir justement si la consommation repart ou non. En fonction justement de cette dynamique d'inflation, on risque d'avoir des réajustements monétaires qui vont être mis en place. Et le risque aujourd'hui, c'est que justement ces réajustements monétaires arrivent un peu plus tôt que prévu. À l'heure actuelle, l'ensemble des banques centrales, c'est plutôt on bougera rien, on bougera pas les taux avant 2023, 2024, ce qui laisse un peu de temps et donc des conditions qui devraient rester favorables pendant une période prolongée de temps. Qu'en est-il si on voit justement des poussées inflationnistes se matérialiser? On voit que on assiste à un fort rebond des matières premières. Le pétrole est revenu sur ses niveaux d'avant-crise. Les prix des métaux sont sur des plus hauts depuis 6-7 ans. C'est le cas notamment du cuivre. Au niveau des taux d'intérêt, on voit également qu'on a une poussée des taux obligataires justement sur fond de toutes ces politiques de relance fiscale. Et donc, on aura un œil sur justement sur la communication, mais aussi les décisions des banquiers centraux, à savoir qu'une réduction plus rapide que prévu du soutien monétaire pourrait faire bondir les taux d'intérêt et créer quelques pressions sur les marchés du crédit. Je vous rappelle que aussi inédit qu'a été la crise, on a aussi eu quelque chose de tout aussi inédit, c'est l'explosion des dettes nationales.
on a une explosion de la dette des États, explosion de la dette des entreprises. Or, néanmoins, on est sur des taux de défaillance historiquement faibles. Attention à voir finalement si ces entreprises dont la dette s'est renforcée, voir comment elles vont réagir et si elles vont supporter un environnement de taux plus élevé. Ça va être un risque majeur à suivre sur les marchés financiers et aussi sur les marchés d'échange. On sait que si on prend l'exemple de l'euro-dollar, les divergences monétaires entre régions, à savoir lorsque le taux d'intérêt d'une région apparaissait plus élevé que par rapport à un autre, c'est aussi ce qui draine des intérêts. On a un petit aperçu de ce qui pourrait se passer avec ce petit rebond du dollar qu'on a aperçu sur janvier-février, qui est principalement aujourd'hui drivé par l'élargissement des taux d'intérêt entre les États-Unis et la zone euro. Donc voilà. Les pressions inflationnistes, le risque de remontée d'un taux d'intérêt, ça va être un thème majeur pour cette année au niveau monétaire. Si on se concentre maintenant sur un peu plus spécifiquement sur les régions, à commencer par les États-Unis, l'arrivée de Joe Biden en novembre a drainé beaucoup d'optimisme. Optimisme général. Ce qui était d'abord loué, c'est qu'on est face à l'arrivée finalement d'un dirigeant beaucoup plus consensuel que son prédécesseur et moins enclin au conflit. Donc, d'une manière générale, c'est un souffle de soulagement qui a été ressenti. On aura moins une politique et une communication on va dire abondante qu'on a pu l'observer par le passé, et donc c'est une source d'incertitude qui s'enlève pour les marchés financiers. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on voit on assiste à un retour très probable du multilatéralisme côté américain, notamment matérialisé par le retour des États-Unis dans un certain nombre d'organisations, notamment à l'OMS, notamment retour des États-Unis dans l'accord de Paris. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle d'un point de vue général. Si on se concentre aujourd'hui spécifiquement sur les conséquences de l'arrivée de Biden côté américain, il y a deux enjeux majeurs. Le premier, c'est la question de la continuité du rallye boursier sous la présidence de Joe Biden. Pour le moment, le rallye boursier continue, tout simplement parce qu'on reste dans un environnement de taux bas, donc on va plutôt privilégier les marchés actions. L'autre point important, c'est qu'on a eu des réactions plutôt très positives aux dernières annonces de mesures de plan de soutien, un plan de soutien qui devrait atteindre près de 2000 milliards de dollars. Donc ce sont des facteurs qui ont participé au maintien de ce rallye des marchés actions. Le fait est qu'aujourd'hui, les marchés actions américains, on l'a souvent entendu l'année dernière, sont totalement déconnectés de la réalité. C'est quand même paradoxal de voir des marchés qui sont des marchés actions, donc c'est-à-dire des titres qui se basent sur les perspectives de croissance, qui ont atteint des niveaux records, donc jamais vus, alors qu'on vivait la pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc ça a été un peu le premier paradoxe qui fait dire que on a une déconnexion des marchés qui se base sur la perspective peut-être très optimiste d'une forte reprise cette année, donc ça reste encore à se vérifier. Le second point, c'est qu'on est globalement sur des marchés très fortement valorisés, voire survalorisés. Aujourd'hui, il y a un biais des valeurs technologiques qui sont très fortement valorisées, qui explique cette bonne performance des marchés actions. Les GAFA, donc le groupe des Google, Amazon, Apple, Facebook, aujourd'hui pèse un quart de la valorisation des marchés actions américains. On a un peu peur que se reproduise finalement l'éclatement de la bulle Internet qu'on avait pu observer dans les années 2000. On a souvent une comparaison des niveaux de valorisation entre ces deux périodes. On a peur que finalement il y a un éclatement de cette bulle spéculative qui s'est formée grâce au soutien massif des États et des banques centrales. Est-ce que l'arrivée de Biden va changer cela? On peut avoir quelques craintes. Parmi les principales craintes, c'est possible hausse de la régulation. On voit qu'il y a pas mal d'inquiétudes qui ont éclos sur ce début d'année, notamment à travers l'épisode du titre GameStop, où des petits porteurs ont finalement réussi à fortement perturber la bourse américaine en investissant massivement sur un titre qui partait à la dérive. Donc, on avait déjà une envie de réguler davantage les marchés. Ce sentiment pourrait se retrouver renforcé.
L'autre point majeur, c'est cette question de remontée des taux rapides aux États-Unis qui pourraient venir perturber les marchés actions américains. En cas de correction massive, ça pourrait être un environnement qui serait plutôt favorable au dollar. On sait que globalement, le dollar a plutôt tendance à aussi bien se comporter lorsqu'on est sur des périodes de forte nervosité des marchés boursiers. Donc, ça pourrait être un élément important pour la devise et qui pourrait revoir surgir un fort regain d'intérêt pour le dollar. Deuxième point, thème clé côté américain, c'est aussi la question fameuse question de la reprise. Et notamment des moyens qui vont être déployés pour cette reprise. On assiste à un nouveau plan, je vous l'ai dit, de soutien qui devrait être voté très prochainement. Qui dit plan de soutien ne dit pas forcément plan de reprise. Aujourd'hui, on est plutôt sur l'idée de limiter et de poser les conditions à ce que l'économie reparte, mais on ne pose pas les bases d'une croissance future. Et donc, aujourd'hui, ce qui laisse à penser que côté de l'administration américaine, il va avoir encore des nouveaux plans de relance, on va encore accentuer davantage les dépenses. Donc, on ne va pas s'arrêter à ce seul plan de soutien, on devrait avoir encore d'autres annonces dans les prochains mois, voire dans les prochains trimestres. L'idée aussi, c'est qu'il faut soutenir l'emploi américain. Je vous rappelle qu'en l'espace de 2 mois, l'année dernière, on a effacé presque 10 ans de création d'emplois. Donc, on a vu le chômage fortement bondir. On a aussi beaucoup de personnes qui sont maintenant hors des statistiques. Donc, il y a une forte problématique de chômage côté américain. Et ça a son importance quand on sait que finalement, la consommation domestique est le principal moteur de la croissance américaine. Ça pèse à environ 70% du PIB américain. Donc la question de la reprise et la question de la lutte contre le chômage sera un élément décisif de la reprise américaine, donc qui aura une influence bien sûr donc, sur le dollar. Plus l'économie américaine repartira vite, notamment si elle repart plus vite que l'Europe, ça aura une influence plutôt positive sur le dollar. Néanmoins, le sous-jacent, c'est un soutien, mais à quel prix? La dette américaine est passée de 74% du PIB à l'arrivée de Trump à aujourd'hui plus de 100% du PIB. On va encore augmenter très largement les dépenses normalement sous Biden. Or, quid finalement d'un endettement qui ne cesse d'augmenter si on est aussi dans un environnement de taux qui s'élève? Le risque majeur et qui pourrait avoir une influence sur le thème premier, c'est bien sûr une hausse des impôts sur les ménages, mais aussi sur les sociétés. C'est ce qui avait été évoqué dans le programme de campagne de Biden, et donc qui pourrait être aussi un élément qui pourrait venir créer de la nervosité sur les marchés actions américains et provoquer cette correction que tout le monde craint. Voilà, ce sont les 2 principaux thèmes à suivre côté américain qui auront donc une influence plutôt potentiellement positive sur le dollar. Le dollar a le double facteur de savoir que si ça va très mal, il a tendance à monter, et si ça va très bien côté économie américaine, surtout si on assiste à une dynamique de divergence, c'est aussi plutôt favorable. Donc voilà les 2 points majeurs que l'on peut noter côté américain. Maintenant, si on se projette sur la zone euro, on est sur finalement un environnement assez simple. L'Europe a drainé beaucoup d'optimisme l'année dernière, optimisme sur la reprise, mais aussi optimisme sur finalement cette coopération européenne qui s'est formée à travers l'annonce du plan de relance de 750 milliards d'euros. Aujourd'hui, il y a eu de fortes attentes qui se sont formées sur les marchés, des attentes qui se sont matérialisées sur une forte hausse de l'euro, plus 14% entre mai et janvier de cette année, un euro qui a tutoyé ses plus hauts niveaux depuis avril 2018. Or, la question est de savoir, est-ce que cette confiance qui a été finalement apportée par les marchés vis-à-vis de l'Europe est-elle légitime? On peut avoir quelques doutes sur ce début d'année, dans le sens où, au gré du maintien des restrictions dû au regain de vigueur de la pandémie, la reprise pourrait ne pas être aussi forte que espéré. J'en reviens sur un des premiers slides que je vous ai montré, mais après à peine un mois en 2021, on a déjà assisté à une révision assez conséquente des perspectives de croissance côté zone euro. La question aussi de la stabilité politique aura un rôle majeur pour l'euro. Les marchés ont
plutôt bien réagi à cette idée donc, de capacité de l'Europe à s'entendre sur la relance, capacité aussi de créer un nouveau marché de la dette avec ce projet d'émission d'une dette sous le nom de la Commission européenne, à voir comment, ces aides vont être distribuées et comment ces aides vont être utilisées par les États. De deux, attention aussi au retour de fractures politiques. L'un des événements majeurs de cette année, ce seront les élections fédérales allemandes de septembre prochain et notamment le départ définitif d'Angela Merkel après quatre mandats sera un enjeu clé parce que Angela Merkel a été un des dirigeants, sinon la dirigeante à la base de cette coopération européenne. C'est elle qui a été le moteur finalement de cette cohésion dans les bons et surtout dans les mauvais moments. On pense notamment à la période de la crise de la dette souveraine dans les années 2012-2014. Voir qui va être son remplaçant, quelle politique européenne va être mise en place en Allemagne, et derrière aussi cette nouvelle nomination, cette nouvelle direction allemande, c'est aussi le couple franco-allemand dont on sait qu'il est aussi un énorme moteur du projet européen. Cet espoir de cohésion, cet espoir davantage d'intégration en Europe pourrait voler en éclats en cas de retour d'inquiétude autour finalement de cette stabilité politique qui avait été un temps retrouvée l'année dernière. Donc voilà, il va falloir finalement convaincre et justifier les attentes qui ont été placées en Europe cette année. C'est un enjeu de taille qui n'est pas impossible, mais néanmoins, pour le moment, le début d'année est plutôt compliqué pour côté européen, notamment du point de vue sanitaire et économique, d'où cette petite friction qui réapparaissent au niveau de l'euro. Côté Royaume-Uni, c'est l'après-Brexit qu'on va surveiller. Comment finalement le Royaume-Uni va se comporter après maintenant être définitivement sorti de l'Union européenne, donc maintenant qu'elle n'a plus ce lien politique et économique avec l'Union européenne. On a eu pas mal d'optimisme, comme je vous l'ai dit, pas mal de confiance qui est ressortie sur les marchés financiers en fin d'année dernière après la signature de l'accord. Or, il est important de préciser que l'accord de sortie aujourd'hui ne traite exclusivement que des biens et des marchandises et non des services. Les services, notamment les services financiers, sont un des atouts majeurs et un des principaux contributeurs de l'économie britannique. Donc, si officiellement le Brexit est fini, on a toujours des négociations qui sont en place et donc on est sur une transition qui pourrait être plus compliquée, notamment aussi due à la situation sanitaire qu'on ne le pense. L'autre point important, c'est que effectivement, on assistait déjà depuis plusieurs années à un découplage de l'influence européenne vis-à-vis de l'économie britannique. Néanmoins, à l'heure en 2019, l'Union européenne accueillait quand même toujours 43% des exportations britanniques. C'est le principal client du Royaume-Uni. Donc, il n'y aurait pas intérêt à tendre davantage les relations avec ce premier partenaire économique pour côté britannique. Surtout qu'on n'a pas encore véritablement de vue sur les accords commerciaux que peuvent signer aujourd'hui Londres en tant que maintenant qu'elle a retrouvé sa souveraineté. Ça va être le principal enjeu majeur, voir comment évolue cette relation entre Londres et Bruxelles maintenant que le Brexit est consumé. L'autre point important, c'est que maintenant que le Royaume-Uni a retrouvé sa souveraineté, c'est donc qu'elle est capable de signer des accords commerciaux, mais elle est aussi beaucoup plus sensible aux problèmes de logistique et aux tensions qui peuvent apparaître au niveau du commerce mondial international. Notamment aujourd'hui, la question majeure porte sur la hausse des coûts de frais maritimes, notamment en provenance d'Asie. Le frais maritime a augmenté de plus de 400% en 6 mois, notamment dû à des
à des problèmes de congestion dans les ports, à une hausse du coût des prix des conteneurs, aussi à une forte hausse de la demande, de la demande européenne en provenance d'Asie. Donc on est sur une économie qui, je vous rappelle, aujourd'hui, pour qui ces exportations pèsent quand même 30% de son PIB, qui va être très sensible finalement à l'évolution du commerce international et aussi à sa capacité à pouvoir signer de nouveaux partenariats. L'enjeu majeur aujourd'hui pour le Royaume-Uni, c'est surtout de viser un accord avec les États-Unis. Néanmoins, ça sera difficile, on va dire, de signer de nouveaux accords commerciaux si elle ne démontre pas finalement une bonne réussite du Brexit avec l'Union européenne. On sait que ça a été un point de tension l'année dernière, où justement Biden a critiqué la posture de Londres dans les négociations. Donc il va falloir, entre guillemets, montrer patte blanche, montrer sa capacité à respecter les accords, à se conduire, on va dire, de manière cohérente avec ses partenaires. Et donc, ça sera principal enjeu aujourd'hui pour le Royaume-Uni, savoir comment vit sa vie loin de l'Union européenne, mais néanmoins toujours aussi proche, dû à des relations économiques toujours assez étroites. Enfin, dans notre tour des régions, on va finir par la Chine avant d'aborder la question des projections de change. Aujourd'hui, la Chine est le pays qui a le plus fort potentiel de croissance, tout juste derrière l'Inde. C'est un pays qui a déjà amorcé sa phase de reprise. Je le rappelle, c'est la principale économie mondiale qui n'a pas connu de contraction en 2020. Donc, il faut noter néanmoins cet exploit. On est quand même face à une reprise inégale côté chinois, où c'est plutôt l'industrie et les exportations qui tirent la croissance, alors que la consommation domestique reste encore modérée. Néanmoins, ce fort potentiel de croissance pourrait drainer beaucoup d'investissements, notamment si ailleurs la reprise se fait aussi tout aussi inégale. On a déjà vu les marchés déjà amorcer un changement d'orientation. Les marchés actions chinois sont pas mal renforcés. Le yuan, lui aussi, a déjà fait beaucoup apprécier ces derniers mois sur fond de bons fondamentaux côté Chine, cette idée aussi d'avance sur les autres. Ça pourrait encore se prolonger sur l'année 2021 si la Chine confirme les attentes aussi qui sont faites en elle et démontre une forte croissance. L'autre point majeur, c'est aussi cette volonté de la part du gouvernement d'ouvrir davantage le pays aux investisseurs étrangers, ce qui pourrait être aussi un autre facteur qui va drainer des flux de capitaux vers la Chine, ce qui serait plutôt favorable au yuan. On pourrait véritablement avoir une inversion d'intérêt entre Chine et États-Unis, notamment États-Unis où je dis que les valorisations sont plutôt fortement élevées. Donc ce regain d'intérêt pour la Chine, pour son fort potentiel de croissance, pour son marché qui est en plein développement. On est en train de développer un véritable marché de consommation avec une classe moyenne qui est en train de monter côté chinois, pourrait être source d'intérêt. Les deux points finalement d'incertitude, ça va être aussi sur la question de la relation avec les États-Unis. On sait que côté Biden, on se veut moins frontal, mais on va rester ferme. En jeu, c'est l'hégémonie de l'économie mondiale. Donc, il n'y a pas finalement de politique, on va dire, d'assouplissement vis-à-vis de la Chine, mais plutôt une politique qui devrait rester assez ferme. Ça a été l'objet de la discussion d'hier entre le président Biden et le président Xi Jinping. Donc, voir si cette position ferme se matérialise ou se répercute en des mesures de rétorsion contre Pékin, notamment pour ses actions à Hong Kong ou ses actions contre les droits de l'homme. Ça va être un des points clés de cette année à suivre, voir comment on va évaluer cette relation, voir aussi comment évolue la relation commerciale. On a vu un accord signé sous Trump en janvier 2021. Or, à cause de la crise notamment, Pékin n'a pas respecté ses engagements, devait remonter ses importations aux États-Unis. Or, elle a atteint que 60% de l'objectif,
voir comment donc va évoluer cet accord commercial et si des sanctions vont intervenir. L'autre point important sur lequel le yuan aussi sera très sensible, c'est la volonté ou non des dirigeants chinois à avoir une politique de devise forte. On sait que la Chine a beaucoup finalement drainé sa croissance grâce à ses exportations, d'exportations qui ont été tirées pendant de longues années par une devise faiblement valorisée. Alors on voit un yuan qui devient plus fort, qui risque de rendre les exportations chinoises moins compétitives. Y aura-t-il un engagement des autorités chinoises à laisser le yuan s'apprécier encore sur fond de bons fondamentaux ou au moins mettre un stop? Ça va être aussi un des thèmes majeurs. On va finir cette présentation en ayant un petit regard sur les projections de deux taux de change principaux, à savoir le taux euro-dollar et le taux euro-GBP. Le taux euro-dollar, globalement, le consensus est plutôt optimiste. On pense que l'ascension de l'euro-dollar va se prolonger sur 2021. La médiane aujourd'hui des projections des principales banques et instituts financiers tape sur un euro-dollar à 1,25. Je mettrai une petite réserve sur cette projection. Aujourd'hui, on est sur des marchés qui sont majoritairement vendeurs de dollars, qui ont très largement anticipé une forte reprise en Europe. Or, on voit que non seulement la reprise en Europe, elle n'est pas complètement acquise. Or, on voit aussi qu'on observe un retour du thème des divergences monétaires, notamment avec une remontée des taux d'intérêt, des taux obligataires côté américain. Cette sensation que possiblement, si les pressions inflationnistes sont aussi fortes qu'on le pense côté américain, on pourrait avoir la Fed qui réduit son soutien un peu plus tôt que prévu. Donc attention finalement à ce consensus qui reste positif sur l'euro-dollar. On n'est pas à l'abri d'avoir une petite correction. On a déjà eu un premier avertissement sur le début d'année avec un retour temporaire sous les 1,20. Cet optimisme global sur l'euro-dollar est quand même sujet à une certaine prudence. Mais il est vrai que si finalement le scénario de base, qui est à savoir dissipation globale des risques sanitaires à la fin du premier semestre, reprise forte à l'échelle globale et surtout en Europe, stabilité politique aussi et maintien d'une certaine cohésion dans le projet européen, maintien également d'un rallye boursier au niveau global, tous ces facteurs effectivement contribueraient à maintenir l'euro-dollar sur sa dynamique haussière. Côté euro sterling, on voit qu'on est sur un horizon beaucoup moins ombrageux pour la livre sterling. Il faut noter que la livre, à la fin de l'année 2020, est restée quand même très faiblement valorisée par rapport à l'euro. On voit que sur toute la période après le référendum de 2016, on a eu finalement une volatilité encadrée de l'euro GBP entre 0,83 et 0,93. Et donc, avec un euro GBP à 0,90 à la fin de l'année dernière, on était plutôt sur une valorisation assez élevée, sachant que effectivement, avec la signature de l'accord, avec finalement aussi cette avance prise par le Royaume-Uni en termes de vaccination, qui pourrait lui permettre de redémarrer plus vite que ses voisins européens, eh ben, on a des perspectives qui sont finalement un peu moins ombrageuses que prévu. On avait aussi des marchés qui anticipaient un risque de nouvelle baisse de taux au Royaume-Uni. Or, ça semble pas être la priorité aujourd'hui de la Banque centrale, de la Banque d'Angleterre. Donc, finalement, on voit qu'au gré d'une dissipation des incertitudes, au gré aussi d'une devise britannique qui était très faiblement valorisée, on voit s'amorcer une revalorisation. Cette revalorisation, comment est-ce qu'elle va se poursuivre? On voit qu'on a touché un plus haut depuis 2 ans face au dollar. On a touché un plus haut depuis 9 mois face à l'euro à moins de 0,88 sur l'euro GBP. Oui, elle pourrait se poursuivre, mais le seul facteur décisif, ça sera, comme je l'ai déjà répété, ça sera la divergence de dynamique de reprise. Si d'aventure le Royaume-Uni redémarre plus vite que la zone euro, ça pourrait avoir une incidence majeure sur la livre et participer à une poursuite de cette revalorisation pour potentiellement, pourquoi pas, revenir sur finalement les niveaux les plus bas observés sur cette période post-référendum qui se situe donc dans un couloir de 0,87, 0,83.
Je vais conclure cette présentation sur ce point-là. J'espère à travers celle-ci avoir couvert et avoir répondu à certaines de questions. L'idée, c'était quand même de définir l'ensemble des thèmes généraux qui vont nous accompagner, qui vont accompagner le marché d'échange cette année. Si vous avez des questions sur des thèmes qui ont été couverts ou qui n'ont pas été couverts, libre à vous de m'interpeller. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Voilà. Ben oui, nous avons reçu quelques questions sur le chat d'ailleurs. Une première question pour Western Union. Comment est-ce que la politique, attendez, je regarde, de Joe Biden pourrait impacter le dollar? Comme je vous l'ai dit, la question aujourd'hui sur Joe Biden, c'est la question des dépenses. À quel niveau de dépenses finalement la politique, quel niveau de dépenses vont être faites, surtout dans un environnement de taux très fluctuant. Ça va être un enjeu majeur. Les mesures de relance fiscale ont plutôt été bien reçues par les marchés actions, à voir si ils restent toujours aussi convaincus de cela dans le futur. L'autre enjeu, c'est sur le durcissement et finalement le changement des cadeaux qui avaient été faits par l'ancienne présidence de Donald Trump. Ça a été un risque sous-jacent durant la campagne. Le fait qu'aujourd'hui, les démocrates ont la majorité au sein des deux chambres du Congrès, même il y a véritablement un risque de durcissement des régulations financières, mais aussi un fort risque de hausse des impôts, notamment sur les sociétés, pour venir financer toutes ces dépenses sociales et ces mesures de relance. Ça pourrait véritablement créer du stress sur les marchés et un mouvement correctif, ce qui ne serait pas plutôt déplaisant pour le dollar, comme j'ai pu l'évoquer dans cette présentation. Voilà. Alors, j'ai reçu une autre question. Est-ce que, à votre avis, de nouvelles variantes du Covid pourraient causer des turbulences supplémentaires sur les marchés? Ça créera forcément des turbulences dans le sens où ça pourrait venir décaler ce rythme de reprise et finalement décaler le calendrier qui avait été défini aujourd'hui par les marchés. On s'attend à une forte aujourd'hui reprise, on va dire une accélération plutôt sur le second semestre 2021. Si la pandémie devait se prolonger, finalement cette reprise sera décalée dans le temps. Ça imposera aussi potentiellement des nouvelles restrictions, donc une activité qui pourrait rester freinée. Ça posera aussi la question de savoir est-ce que les banques centrales, mais aussi les États, ont encore les moyens d'accompagner aussi l'économie pour essayer de limiter la casse. Comme je l'ai évoqué, les niveaux de défaillance ont été relativement bas, même historiquement bas l'année dernière. Donc plus la crise va s'étendre, plus on va voir surgir quelques fractures aussi sur l'économie. Donc c'est le principal risque. Après, ça va dépendre aussi des caractéristiques de ces variants. Le principal point d'incertitude et principal risque aujourd'hui pour les marchés, c'est qu'on aurait des variants qui seraient non seulement plus contagieux, mais qui surtout seraient résistants au vaccin. Et là, c'est clair que ça pourrait vraiment provoquer pas mal de turbulences. Voilà, merci beaucoup, Guillaume, Marc-Élie, Tom. Je crois qu'on est presque à 1 heure là, donc on a un petit peu dépassé, mais je crois que c'est super intéressant. Voilà, alors n'hésitez pas à nous contacter. D'abord, vous voyez les données de contact sur votre écran. De toute façon, nous allons vous envoyer un email avec encore ces données de contact et un enregistrement de la présentation. Il ne reste qu'à vous remercier au nom de Western Union et d'Isabelle Group et en espérant vous revoir à une prochaine occasion. Merci beaucoup et au revoir.